Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode est rendu possible par le laboratoire CCD, engagé aux côtés des femmes pour favoriser leur confort prémenstruel, notamment grâce à son complément alimentaire Oligobs SPM PMS qui aide à maintenir une humeur positive et soutient la circulation veineuse. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette saison 5 de Chronique. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets: le syndrome prémenstruel, SPM, et le trouble dysphorique prémenstruel, TDPM. Pour nous éclairer, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale. Dans cet épisode, le docteur Letombe nous offre un rappel détaillé sur le SPM, ses symptômes récurrents et les défis posés par la compréhension de ses origines. Ensuite, nous plongeons dans le TDPM, une pathologie plus sévère qui touche 3 à 8% des femmes et nécessite une prise en charge thérapeutique. Qu'est-ce qui distingue le SPM du TDPM ? Comment identifier les symptômes majeurs, comme l'humeur dépressive intense, l'anxiété accrue, les sautes d'humeur marquées, l'agressivité et les troubles du comportement alimentaire ? Le docteur Letombe répond à toutes ces questions et plus encore, offrant des informations essentielles et des conseils pratiques. Ne manquez pas cet épisode informatif et captivant. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour docteur Letombe, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Chronique de Mapato. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du SPM et du TDPM. Je voulais déjà commencer par une présentation. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices ? Bonjour à tous, je suis Brigitte Letombe, je suis gynécologue médicale. On va aborder en première partie donc le SPM, comprendre le SPM. On a déjà fait un épisode sur ce sujet, mais on va quand même refaire un focus pour que tout le monde puisse comprendre s'ils n'ont pas écouté l'épisode. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel du SPM ? Alors, le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Donc, tout est dit. Syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc, c'est d'une variabilité extrême et ça n'est pas vraiment totalement typique. Mais on a énormément, je dirais facilement une centaine de symptômes qui peuvent rentrer dans ce syndrome. Donc, syndrome, ça veut pas dire grand-chose si ce n'est un ensemble de symptômes. Prémenstruel, ça signifie que c'est toujours en deuxième partie de cycle, après l'ovulation, juste précédant les règles. Et pour qu'on puisse parler de syndrome prémenstruel, pour que ça rentre vraiment dans la définition, il faut que ça soit récurrent, donc au moins 3 cycles de suite, et que ces symptômes qui sont repérés et qui peuvent altérer la qualité de vie, bien sûr, disparaissent avec les règles. Il faut qu'il y ait un intervalle libre. Une femme qui a des symptômes qui durent tout au long d'un cycle, ça n'est pas un syndrome prémenstruel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est cyclique, qui va arriver plusieurs cycles. C'est pas une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année séparés. Il faut vraiment que ce soit 3 cycles successifs. Il faut que ça disparaisse avec les règles. Alors, ce sont des signes qui sont à la fois physiques, psychologiques et comportementaux. Dans les signes physiques, la plupart des femmes ont déjà ressenti ces signes, parce que ces signes, je vais dire qu'ils touchent 90% des femmes. 90% des femmes en prémenstruel ont des petits symptômes, des maux de tête par exemple, des tensions mammaires, des douleurs dans le dos, des douleurs lombaires, un ballonnement abdominal, l'impression de rétention d'eau, des petits troubles, des douleurs musculo-articulaires, enfin tous ces petits symptômes-là, ils peuvent exister chez énormément de femmes. Mais on parlera de syndrome que quand on aura vraiment plusieurs symptômes et qu'ils auront la cyclicité dont on a parlé et qu'ils deviendront invalidants. Donc, on a des symptômes physiques,
On a des symptômes psychologiques. Il y a vraiment des femmes qui ressentent des troubles de l'humeur gênants. Ça peut être de l'irritabilité, ça peut être de la colère, mais ça peut aussi être de la déprime, de l'anxiété, des sauts d'humeur, des difficultés sur le plan intellectuel, des troubles de concentration, des oublis parfois, des troubles de mémorisation. Et puis ça peut être parfois un petit peu plus marqué sur le plan dépressif, une perte d'estime de soi, la larme à l'œil, ça peut être tout ça. Et puis il y a des troubles aussi comportementaux. Il y a des femmes qui disent qu'elles ont parfois des difficultés à gérer, par exemple, sur le plan alimentaire, des fringales, des boulimies. Il y a des femmes qui disent qu'elles ont des petits vertiges. Donc c'est très variable. Et on va dire que tous ces symptômes, on va dire toute femme peut en avoir ressenti un. Mais quand on parle de syndrome prémenstruel, alors il y a des femmes qui auront peut-être plus des formes physiques, d'autres qui auront plus des formes psychologiques, avec des troubles comportementaux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est cette cyclicité et la disparition avec les règles. Combien de femmes sont touchées à peu près par le SPM? Alors, en fonction des études et en fonction de ce qu'on met dans le type de définition, on a des études qui nous parlent de 15%, des études qui nous parlent de plus de 50%. Moi, je dirais que globalement, il y a à peu près 30-40% des femmes qui ont ces symptômes. Et il y a 10% des femmes qui en souffrent vraiment, avec une vraie altération de leur qualité de vie. Ok. Et est-ce qu'il y a des causes justement au SPM? Alors, c'est pour ça qu'on parle de syndrome, parce que c'est très compliqué de savoir exactement quelle est l'initiation, qu'est-ce qui est à l'origine de ce syndrome prémenstruel. La seule chose que l'on sait vraiment, c'est qu'il faut qu'il y ait une ovulation. En fait, les femmes, quand elles ont par exemple un bloqueur de l'ovulation comme une pilule, elles ont plus de syndrome prémenstruel. Donc, c'est vraiment de la variabilité hormonale. Et comme on a dans les signes physiques beaucoup de signes qui sont quand même des signes en rapport avec de l'hyperoestrogénie, on pense que c'est une hypersensibilité aux œstrogènes. Après, il y a des troubles qui sont psychologiques dont on a parlé, des troubles cérébraux. Et là, on pense que peut-être c'est un problème de métabolisme de la progestérone, puisque la progestérone, elle est sécrétée après l'ovulation. Et donc, on se dit que peut-être c'est le métabolisme de la progestérone qui aura un effet différent chez ces femmes au niveau cérébral. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des femmes qui me disent souvent, quand j'ai un syndrome, bon, on pourrait peut-être faire des dosages hormonaux. Ben non, parce que les dosages hormonaux, ils sont normaux. C'est là que c'est problématique. Donc, c'est une sensibilité, à mon avis, de la variabilité hormonale. Il y a des femmes qui ont une vulnérabilité sans doute particulière à cette variabilité hormonale. Après, il y a des choses qu'on connaît pas bien. Par exemple, on sait qu'il y a chez les jumelles homozygotes, il y a la même présentation. Donc, il y a un petit facteur génétique sans doute aussi qu'on connaît pas. Après, comme dans tout ce qui se passe au moment du prémenstruel et du menstruel, il y a ces histoires de prostaglandine. On se dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose au niveau du métabolisme de la prostaglandine. Et donc, vous voyez, c'est très flou. Tout ce que l'on sait, c'est que le primum movens, c'est quand même l'ovulation, la variation hormonale. Donc, on va dire vulnérabilité aux variations hormonales. Très clair. Donc maintenant, on va aborder justement le TDPM, qui est autre chose. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le TDPM? Alors, le TDPM, on va dire que là, on rentre dans quelque chose qui est de la pathologie. Tout à fait. Et qui peut vraiment nécessiter une prise en charge thérapeutique. Parce que ce sont des femmes qui ont une forme psychiatrique du syndrome prémenstruel. C'est un trouble dysphorique et ça rentre dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5 américain. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rare, cette forme vraiment avec atteinte psychologique, voire psychiatrique. Ça touche 3 à 8% des femmes. Là, ce sont des symptômes psychiques qui sont essentiellement majeurs. Alors, ce sont des symptômes physiques qui sont beaucoup plus graves que ce que j'ai dit tout à l'heure, troubles de l'humeur. Là, on est vraiment dans de la dépression, dans des pensées parfois suicidaires, dans une agressivité extrême. Et donc, en fait,
on dit qu'il y a trouble dysphorique quand on a au moins 5 symptômes majeurs. Donc, il faut une humeur très dépressive, une forte anxiété, une labilité affective très marquée, des sautes d'humeur vraiment marqués, de l'irritabilité, voire de l'agressivité. Et puis, à côté de ça, souvent, on a des femmes aussi qui sont un peu léthargiques, qui ont des troubles du comportement alimentaire avec soit une perte d'appétit, soit éventuellement une boulimie. Ce sont des femmes aussi qui ont des troubles du sommeil importants, mais c'est des femmes où elles ont vraiment un impact majeur psychologique qui nécessitera une prise en charge. Donc là, pourquoi est-ce qu'il y a ce trouble dysphorique? On pense que c'est toujours à cause des stéroïdes ovariens, toujours l'équilibre hormonal, et que cet équilibre hormonal, il aurait un effet majeur avec des déséquilibres au niveau des neurostéroïdes, c'est-à-dire au niveau cérébral. Et les neurotransmetteurs centraux qui seraient touchés par ces déséquilibres hormonaux, c'est bien sûr essentiellement la sérotonine, la noradrénaline. Et donc, c'est un trouble en fait au niveau des neurotransmetteurs du fait des déséquilibres hormonaux, des changements hormonaux. On sait que le rôle majeur du neurotransmetteur qu'est la sérotonine est important. On sait que ces femmes-là, elles ont souvent une baisse en sérotonine. On sait par exemple que quand on recherche la sérotonine plaquettaire chez ces femmes qui ont ces troubles-là, on voit qu'il y a une baisse. Donc, c'est vraiment un impact des déséquilibres hormonaux sur les neurotransmetteurs cérébraux, avec un rôle important de la sérotonine qui est abaissée, et puis sans doute un rôle aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le syndrome prémenstruel, de la progestérone et du métabolite de la progestérone, qui est l'allopregnanolone. Et ce métabolite de la progestérone va avoir un effet sur ces neurotransmetteurs. Donc, vous voyez, c'est assez difficile de savoir exactement quel est le primum movens, mais on sait que c'est parce qu'il y a une action sur la baisse de la sérotonine, une action sur la noradrénaline, et c'est d'ailleurs, on a prouvé que quand on utilise des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, on est tout à fait efficace dans ces troubles psychologiques, voire psychiatriques. Et justement, quels sont un peu les critères pour être diagnostiqué? Est-ce que justement, c'est comme le SPM, il faut que ce soit cyclique? Ah oui, alors évidemment, je vous ai pas répété la même chose, mais on va parler du trouble dysphorique prémenstruel, quand c'est avec les caractéristiques cycliques que je vous ai données préalablement. Il faut, puisque ça s'appelle trouble dysphorique prémenstruel, c'est évidemment cyclique. Et c'est les femmes à qui on va donner éventuellement des antidépresseurs, ça peut arriver, des anxiolytiques. On peut les donner soit en continu, parce que c'est vraiment trop important, ou on les donne essentiellement en deuxième partie de cycle. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a un fort impact sur la vie quotidienne et professionnelle. Ah bah oui, là quand on parle de troubles dysphoriques, je vous ai dit, c'est un impact psychologique, voire psychiatrique. Donc c'est vraiment des femmes qui doivent être accompagnées, prises en charge. Donc comment on va traiter à la fois le syndrome prémenstruel ou le trouble dysphorique? Comme je vous ai dit au départ, d'abord des recommandations officielles sur la prise en charge du syndrome prémenstruel et du trouble dysphorique, on n'en a pas vraiment en France. On a des pays, il n'y a pas beaucoup de recommandations internationales. Il y a des recommandations du collège canadien et c'est tout. On n'a que ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que si on veut agir vraiment, il faut empêcher les variations hormonales. Donc, variation hormonale, ce qui veut dire contraception hormonale. Donc, dans la contraception hormonale, c'est la contraception soit œstroprogestative, soit progestatif seul. Ce qui est important, c'est de lisser les variations hormonales, donc de bloquer l'ovulation. Donc, quand on utilise les œstroprogestatifs, on bloque l'ovulation. Quand on utilise des pilules œstroprogestatives, on bloque l'ovulation de façon certaine. Mais dans ces pilules œstroprogestatives, vous avez des pilules en 21-7, c'est-à-dire on prend 3 semaines de blocage et puis on laisse pendant 1 semaine les ovaires travailler un petit peu.
Et on sait que quand on utilise des pilules, soit en continu ou en 24/4, c'est-à-dire qu'on n'a que 4 jours d'arrêt entre les 2 plaquettes, on a plus d'efficacité en continu ou en 24/4. Pourquoi? Parce que pendant la semaine des 7 jours où on ne donne pas de contraception, il peut y avoir un petit travail ovarien et déjà une petite montée des œstrogènes. Ok. Donc, on peut être plus efficace avec des pilules qui bloquent l'ovulation, bien sûr, mais sans les 7 jours d'arrêt. Donc, on a quand même une pilule qui a l'indication aux États-Unis de la prise en charge du syndrome prémenstruel. C'est une pilule en 24/4. Et c'est la pilule Yaz en France. Mais elle n'a pas cette recommandation là en France. Elle a eu cette indication qu'aux États-Unis. Donc, quand on donne une contraception, plutôt une contraception qui bloque, et plutôt, pour les femmes qui sont très gênées, plutôt des pilules en continu ou des pilules en 24/4 plutôt que des pilules en 21/7. Après, on peut utiliser, vous savez qu'il y a maintenant des contraceptions progestatives qui sont bien antigonadotropes. Antigonadotropes, ce qui veut dire qui bloquent l'ovulation. Donc, ces pilules-là sont efficaces. Et je vous ai parlé tout à l'heure de petits problèmes d'œdème, de rétention hydrique. Donc, dans les pilules, vous avez des progestatifs et certains progestatifs qui sont plutôt avec un petit effet diurétique. Donc, on aurait tendance à proposer plutôt chez ces femmes-là le progestatif qui a un petit effet diurétique et qui existe donc dans Yaz, c'est la drospirénol, et qui existe aussi dans une pilule progestative en continu. Il n'y en a qu'une, c'est Slinda en France. Donc ça, c'est le blocage de l'ovulation. Après, on peut ne pas avoir de désir d'utiliser une contraception, ou on peut avoir le désir de mettre en route une grossesse, de garder sa cyclicité physiologique. Et là, on va pouvoir proposer des choses qui pourront être aussi efficaces, puisque je vous dis que on sait que c'est une vulnérabilité par rapport aux variations hormonales, mais qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent et qui ne sont pas obligatoirement une contraception, heureusement. Donc, on peut utiliser, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une part psychologique et une part comportementale. Donc, on va toujours, bien sûr, s'intéresser aux habitudes de vie, aux règles hygiéno-diététiques. On va essayer d'éviter, bien sûr, les addictifs comme le tabac, l'alcool, qui vont toujours augmenter les choses. On va essayer d'augmenter l'hygiène de vie avec, si possible, l'activité physique. L'exercice physique, c'est de toute façon bénéfique dans tous les cadres de difficultés de santé, mais encore plus là. On va essayer de moduler, peut-être de voir le régime alimentaire, voir s'il n'y a pas trop de sucre, trop de graisse. On va essayer de voir s'il n'y a pas de carence hormonale, de carence vitaminique. On va essayer bien sûr de limiter la caféine, par exemple, aussi. On va essayer de voir s'il n'y a pas une intolérance aux produits laitiers. Il y a des femmes qui ont des intolérances aux produits laitiers. On va essayer de faire en sorte d'avoir plus un apport de fibres. Donc tout ça dans l'hygiène de vie. Et puis on va peut-être aussi proposer pour ces femmes qui ont des difficultés psychologiques, des psychothérapies de soutien, peut-être de la relaxation, de la gestion du stress, puisqu'on sait qu'il y a une grosse part aussi de stress prémenstruel. Donc c'est tout ça qu'on va pouvoir proposer. Il y a pour certaines femmes qui ont vraiment essentiellement des signes physiques et qui sont surtout dans la rétention hydrique, on peut éventuellement proposer un peu de diurétique en deuxième partie de cycle. Pour celles qui ont plutôt plus de douleurs et essentiellement en prémenstruel, je vous ai parlé des prostaglandines tout à l'heure. On pourra proposer éventuellement des antiprostaglandines dans les jours qui précèdent les règles et début de règles. Pour celles qui ont des jambes lourdes, essentiellement, on va peut-être utiliser des vénotoniques. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut proposer qui, pour certaines femmes, seront suffisantes et pour d'autres pas. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est la nutraceutique. Donc, c'est les nutriments et la pharmaceutique, c'est-à-dire essayer d'utiliser les vitamines, les nutriments dans ce qu'ils peuvent apporter au niveau de la santé. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, qui peuvent être efficaces pour l'une, moins efficaces pour d'autres. Donc, je crois qu'il faut vraiment essayer de jouer un petit peu
en interrogeant, savoir ce qui peut manquer dans l'apport alimentaire et essayer de proposer diverses possibilités. Donc, ce qu'on peut proposer dans le cadre du syndrome prémenstruel, dans le trouble dysphorique, je vous ai dit, ça peut être insuffisant. Dans le trouble dysphorique, on va peut-être passer quand même aux anxiolytiques antidépresseurs. Mais pour le syndrome prémenstruel et pour tout ce qui est plutôt symptômes physiques ou psychologiques mais légers, on va pouvoir bien sûr proposer alors du calcium, du magnésium, de la vitamine B, B6, de la vitamine E. On a aussi souvent, on propose des acides gras, les oméga 3, les oméga 6. Et puis dans la phytothérapie, on a pas mal de choses qui peuvent être utiles. On a le safran pour son action au niveau cérébral. On a le magnésium, la vitamine B6, on en a parlé. On a sur le plan digestif, les ballonnements, le gâtillier, le fenouil. Au niveau de la rétention hydrique, le ginkgo biloba. Donc il y a plein de choses et il y a donc des présentations qui peuvent permettre aux femmes d'avoir accès à ces diverses nutriments et vitamines. Et vers quel type de professionnel, justement, les femmes, elles peuvent s'orienter si elles ont un SPM ou un TDPM? Alors, on va dire toujours, peut-être reprendre l'avis du gynécologue quand même pour vérifier s'il n'y a pas des déséquilibres hormonaux plus marqués que ce que j'ai décrit là, puisque je vous ai dit que là, en fait, dans le syndrome prémenstruel, il n'y a pas de déséquilibre hormonaux vrai. Il y a une hypersensibilité. Donc, c'est quand même bien de faire le point avec le gynécologue qui permet de savoir si vraiment on n'a pas de gros problèmes. On n'a pas dit, par exemple, ce syndrome prémenstruel en préménopause, en périménopause, dans les années qui précèdent la ménopause, il est souvent beaucoup plus marqué. Il est beaucoup plus marqué, pourquoi? Parce qu'on est dans une période où on aura une dysfonction ovarienne, des ovulations de mauvaise qualité, avec un déséquilibre souvent en faveur des œstrogènes. Donc, ce sont des femmes-là qui se retrouvent vraiment en hyperœstrogénie beaucoup plus marquée. Et par exemple, cette hyperœstrogénie de la périménopause, il faut qu'elle soit prise en charge parce qu'elle peut être responsable de déséquilibres importants, alors au niveau mammaire, bien sûr, mais aussi au niveau de l'endomètre, la muqueuse de l'utérus. Et ça peut être un facteur de risque d'hypertrophie et d'anomalie d'hypertrophie et d'hyperplasie atypique de l'endomètre. Donc, c'est quelque chose qui, en périménopause, doit mener peut-être à un petit bilan. Donc, en périménopause, c'est peut-être plus important de consulter. Après, si on veut s'intéresser plutôt à l'hygiène de vie, c'est peut-être rencontrer un nutritionniste. C'est peut-être aussi voir ce que l'on peut faire au niveau de l'activité physique. C'est peut-être aussi aller voir un addictologue si, par exemple, on sait que l'alcool peut aggraver les choses si on est addict à l'alcool ou au tabac, puisque le tabac, de toute façon, a des effets délétères et risque d'aggraver les choses. Et puis, bien sûr, quand on est dans le cadre de ces femmes qui ont des gros troubles thymiques, des troubles de l'humeur, et je l'ai pas dit, mais dans le syndrome prémenstruel, il y a eu beaucoup de flou dans comment expliquer le syndrome prémenstruel. Et vous savez que chez les femmes, quand quelque chose va mal, c'est toujours hormonal et on a aussi toujours cette impression que c'est psy. Les femmes, elles sont fragiles, c'est psychologique, c'est psychiatrique. Et donc, il y a quand même eu une époque où les psychanalystes rentraient quand même le syndrome prémenstruel dans quelque chose qui était de l'ordre nécessitant une psychanalyse, parce que si on avait tous ces troubles, c'était parce qu'il nous était arrivé quelque chose qu'il fallait absolument débriefer et qui nécessitait une prise en charge, voire psychanalytique. On est allé jusque-là quand même. Mais quand même, il faut bien savoir que tous ces troubles qui sont complexes, ils peuvent être aggravés par des accidents de l'existence, par des agressions, par des contextes. Donc, on doit s'intéresser bien sûr aux paramètres physiques, à l'hygiène de vie, mais peut-être aussi, si on est aussi fragile à ces dérèglements hormonaux, c'est peut-être parce que justement, on vit des choses difficiles ou on a vécu des choses difficiles et certainement pour bon nombre de femmes qui souffrent, qui ont une altération de leur qualité de vie, voir un psychothérapeute, ça peut être très utile en faisant tout le reste. Mais ce soutien psychothérapique peut être vraiment utile.
essayer de comprendre pourquoi on a cette fragilité. Sur ce soutien psychologique, ça peut être un psychiatre ou un psychologue. Alors, je dirais psychiatre quand il y a besoin de thérapeutique. Quand on est dans le trouble dysphorique vraiment majeur, peut-être que la psychothérapie ne permettra pas d'améliorer les choses et qu'il faut passer par une phase thérapeutique, hein, donc les antidépresseurs, voire pour celles qui ont simplement une anxiété majeure, un anxiolytique, mais c'est souvent un antidépresseur. Et l'antidépresseur, ça nécessite une prescription. Alors évidemment, un médecin généraliste peut prescrire un antidépresseur, mais on peut aussi prendre un avis d'un psychiatre. Et sachez bien que quand on prend des antidépresseurs, alors il est proposé de prendre des antidépresseurs parfois que en fin de cycle. Mais pour celles qui vont vraiment mal, c'est des antidépresseurs qui peuvent être pris au long cours pour un certain temps et dont on va se sevrer que progressivement avec une surveillance. Et pour celles qui n'ont pas besoin de thérapeutique médicamenteuse, une psychothérapie avec un psychologue est amplement suffisant à mon sens. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui maintenant sont suivies, en fait, ont leur suivi gynécologique avec une sage-femme, mais dans le cadre du DTPM, c'est d'aller voir plus un gynécologue puisque la sage-femme peut pas faire de suivi pathologique sur ce type de sujet. Oui, alors c'est pas un pourcentage important des femmes. Je vous ai dit en fonction des études, c'est 3 à 8% des femmes. Bon, donc ces femmes-là, je pense que si elles peuvent avoir au moins un avis psychiatrique pour savoir est-ce qu'on passe quand même par une thérapeutique de ce type ou pas, je crois que c'est pas inutile. Mais même pour un gynécologue, il y a des gynécologues qui d'abord ne prescrivent pas d'antidépresseurs et qui ont besoin de l'avis psychiatrique. Sur les conseils justement, sur la partie soutien, quels conseils vous aimeriez donner justement aux femmes pour gérer leurs symptômes SPM, TDPM au quotidien? Je crois qu'il faut déjà savoir si psychologiquement on ne ressent pas tous ces troubles qui sont des troubles, on va dire entre guillemets normaux, puisqu'on a des dosages hormonaux particuliers, parce qu'on va mal, parce qu'on a peut-être une période de stress, de tranche de vie difficile et qui nécessite d'être. Alors, on n'a pas obligatoirement besoin d'aller voir un psychothérapeute, mais peut-être se faire entourer en se disant bon là, moi je craque, donc j'ai besoin d'aide. Donc je pense que toutes les femmes qui vraiment se sentent atteintes et de façon cyclique régulière, elles doivent chercher de l'aide. Elles doivent pas se dire c'est normal. C'est un peu comme les règles douloureuses. On a toujours dit c'est normal d'avoir des règles douloureuses, c'est pas la peine de consulter, c'est comme ça. Tu prends une bouillotte, tu restes allongé une journée. Non, il faut de toute façon toujours consulter, toujours en parler. Faut pas considérer que le syndrome prémenstruel est normal. Ce qui est normal, c'est d'avoir de temps en temps des maux de tête un peu juste avant les règles, de se sentir un petit peu gonflé, ça dure 48 heures, on est réglé, tout disparaît. Oui, ça c'est une symptomatologie qui précède les règles. Mais c'est pas un syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est plus invalidant que ça quand même. Donc je dis qu'il y a peut-être 10% des femmes qui sont très très gênées, mais pour celles, quand elles sont à peu près 30% à le ressentir, les 20 autres pourcents, elles méritent quand même d'aller chercher des solutions. Donc je crois que consulter, oui, faire un petit peu le point dans sa vie pour savoir pourquoi maintenant je suis comme ça, tout en sachant qu'il y a des tranches de vie où on est peut-être plus fragile et que la périménopause est une tranche de vie, et la périménopause c'est 4-5 ans avant l'âge ménopause supposé, se dire que là j'ai peut-être besoin d'aide quand même, et là consulter. Est-ce que pour clôturer du coup cet épisode, il y avait un message que vous souhaiteriez pour terminer? Alors le message, je vois en consultation des femmes qui me parlent de ces troubles, des femmes qui sont aujourd'hui très opposées à toute prise en charge thérapeutique hormonale, très opposées notamment à la pilule. Je dois avouer que ça fait 40 ans que je fais de la gynécologie et que le syndrome prémenstruel simple, je le voyais peu il y a 40 ans ou 30 ans. Pourquoi? Parce que la majorité des femmes prenaient une contraception hormonale. Et je vous ai dit au départ, le primum movens du syndrome prémenstruel, c'est l'ovulation. Aujourd'hui, on a énormément de femmes qui ne désirent pas de grossesse, mais qui ne prennent pas de contraception hormonale. Donc évidemment, on a l'impression que ce syndrome prémenstruel est plus fréquent qu'avant. Alors, il est peut-être plus fréquent parce qu'il y a moins d'utilisatrices
de la contraception hormonale, peut-être aussi parce que les femmes osent, et ça j'en suis ravie, osent se plaindre de leur cyclicité et des troubles qu'elles ressentent, et ça c'est très bien. Mais je pense que pour nombre de femmes qui sont dans des tranches de vie où elles n'ont absolument pas de désir d'enfant, il me semble étonnant qu'elles n'acceptent pas cette thérapeutique qui est la contraception hormonale, sous couvert qu'il faille laisser la physiologie agir, la nature. Je voudrais rappeler aux femmes que la cyclicité hormonale, c'est pas du tout l'ami des femmes. Et que énormément de femmes ont des troubles du fait de cette cyclicité hormonale. Il y a le syndrome prémenstruel, il y a les douleurs de règles, il y a les ménorrhagies, il y a les kystes fonctionnels, il y a les mastodinies, les mastopathies cycliques. Il y a énormément de troubles qui sont, on va dire, physiologiques parce que c'est de la dysfonction, mais c'est du physiologique, on fonctionne pas parfaitement, et qui étaient très bien réglés grâce à la contraception, qui était bien vécue parce que les femmes venaient chercher des effets additionnels à la contraception. Traiter le syndrome prémenstruel par une contraception hormonale, c'est un effet additionnel à la contraception. Et les femmes ont oublié que grâce à la contraception, on évite l'anémie, on évite les douleurs, on évite l'asthénie, la fatigue du fait d'une anémie, on évite les kystes fonctionnels qui peuvent parfois être chirurgicaux, on évite bien sûr le syndrome prémenstruel, je vous l'ai dit, et on ne prend pas de risque majeur parce que, au contraire, sur le plan carcinologique, parce que les femmes, si elles ont peur des hormones aujourd'hui, c'est toujours « je ne veux pas faire de cancer ». Sur le plan carcinologique, n'oubliez pas que la pilule diminue de 50% le risque de l'ovaire, de 30% le risque de côlon, de risque de cancer de côlon, de 30% le risque de cancer de l'endomètre. Pour ce qui est du risque de cancer du sein, dans les tranches de vie où on donne la contraception hormonale, il n'y a pas d'augmentation de risque. Donc, une tranche de vie sous contraception hormonale, ça n'est pas dramatique. Et ça peut gérer parfaitement un syndrome prémenstruel gênant pour lequel on a essayé diverses prises en charge qui n'ont peut-être pas fonctionné. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de la contraception, n'ayez pas peur de la prise en charge thérapeutique que l'on peut vous proposer, tout en sachant que bien sûr, si vous ne le désirez pas, il y a d'autres possibilités de tentatives de prise en charge, donc essayez-les, mais si elles ne sont pas satisfaisantes, envisagez quelque chose qui soit a priori efficace. Ouais, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur justement des hormones, donc c'est bien de rappeler. Alors pour justement dédramatiser, je vais me permettre de le rappeler, j'ai quand même écrit un livre aux éditions First, Femmes réveillez-vous, et il y a un gros chapitre quand même sur la contraception hormonale et sur l'intérêt de cette contraception, en ne niant pas les effets éventuels délétères, mais ils sont vraiment minimes par rapport à l'intérêt et aux bénéfices additionnels de la contraception hormonale, bien sûr dans une tranche de vie où on ne désire pas d'enfant, on est complètement d'accord, c'est ça. Une femme qui désire un enfant, elle a besoin d'avoir son ovulation, elle a besoin de gérer cette symptomatologie si elle ne met pas en route la grossesse, donc évidemment. Mais pour celles qui sont dans des tranches de vie qui sont dans non-désir d'enfant, pourquoi pas. Super, donc c'est bien de le rappeler. On mettra le lien du livre, justement, dans la légende du podcast, comme ça permettra à des femmes peut-être de lire tout ça en détail. Et en tout cas, je vous remercie de votre temps et de toutes ces explications qui vont aider beaucoup de femmes, je le sais. Merci à vous pour cette opportunité. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.